Aujourd'hui, je vais utiliser le travail de ceux qui font leur métier en toute indépendance, en toute conscience de leurs responsabilités, en révélant des faits avérés. Leur travail, notamment celui d'Aude Martin, dans l'édition de septembre d'Alternative économique, va me permettre de vous parler de ce que je vais appeler le massacre par déshydratation. L'eau à laquelle peuvent avoir accès les habitants de Gaza provient de 4 sources. 1. L'eau de mer dessalée. Mais toutes les usines de dessalement, ou presque, sont hors service. Soit bombardées, soit elles n'ont plus d'énergie. 2. Les 3 pipelines en provenance d'Israël. Netanyahou les a fermés dès le 9 octobre 2023. L'eau apportée par des camions-citernes. La plupart sont bloqués à la frontière. Ils passent au compte-gouttes. Excusez le mauvais jeu de mots. 4. Le puisage dans les nappes souterraines. Les infrastructures, pompes, canalisations ont été systématiquement détruites. Or, la consommation standard est chez nous d'environ 100 litres par personne et par jour. L'Organisation mondiale de la santé préconise un minimum de 15 litres pour satisfaire les besoins élémentaires. À Gaza, c'est 4 litres et demi par personne et par jour. Et ça n'est pas forcément 4 litres et demi d'eau potable. Les agences humanitaires ont plusieurs fois alerté sur des cas d'enfants morts de déshydratation. Parallèlement, le manque d'eau touche aussi la Cisjordanie, qui dépend d'Israël pour son approvisionnement en eau. En moyenne, un colon israélien bénéficie de 18 fois plus d'eau qu'un Palestinien, dont on occupe la terre. De plus, les sites et réseaux de traitement des eaux usées sont endommagés ou détruits, et qu'elles s'accumulent à la surface ou qu'elles s'infiltrent. Ces eaux usées accroissent la propagation de maladies. Diarrhée, dysenterie et la polio a refait son apparition, sans avoir les médicaments nécessaires à leur traitement. Elles touchent principalement les enfants et les bébés. Beaucoup d'entre eux meurent. C'est une bombe silencieuse. Voilà. Au regard du droit international, bloquer l'accès de la population civile à la nourriture est considéré comme un crime contre l'humanité, explique le rapporteur spécial de l'ONU, Pedro Agudo, qui rappelle que c'est l'eau qui est la première nourriture pour survivre. Le gouvernement Netanyahou, affectueusement appelé Bibi par Macron, commet délibérément ce crime. Macron a aussi affectueusement embrassé le président israélien Herzog pendant les Jeux olympiques, celui-là même qu'on l'a vu dédicacer des obus destinés à bombarder les civils gazaouis. Il refuse encore et toujours de reconnaître l'existence d'un État palestinien, de dénoncer les accords économiques avec Israël, de stopper toute livraison d'armes à ce gouvernement criminel, prêt à embraser la région entière. On l'a vu avant-hier avec cette invraisemblable mais meurtrière attaque sur le sol libanais, juste pour assurer sa survie. Plus près de nous, Macron nous fait la guerre aussi. Il s'obstine dans son coup de force, en refusant, contre tous les usages dans les régimes dits démocratiques, de nommer une première ministre issue du groupe parlementaire majoritaire, celui du nouveau Front populaire. Il l'aurait pourtant fait sans état d'âme s'il s'était agi de Bardella. Il prive ainsi les travailleurs de l'abrogation pure et simple de la réforme de l'âge de retraite. Il les prive d'une augmentation substantielle de leur salaire, qu'ils soient salariés du public ou du privé. Il prive les parents d'élèves de la gratuité totale de l'école, cantine et transport compris. Il prive le pays tout entier des moyens de financement par une réforme fiscale radicale, des services publics que sa politique a mis à genoux depuis 2012. Nous ne voulons laisser aucune chance au gouvernement Barnier. Ça s'appelle B-A-R-N-I-E-R. Je prendrai part à la journée de mobilisation du 1er octobre en tant que syndiqué et en tant que militant FI. À samedi prochain.